Bonjour, donc on remet ça. Si vous êtes expatrié, eh bien sachez que un des risques, un de ces jours, c'est de vous voir tout simplement privé des droits civiques. Voilà, c'est une chose que la gauche ne réclame même pas pour les terroristes. C'est absolument fou. Mais par contre, à partir du moment où vous allez à l'étranger, et où vous êtes considéré comme riche, hein. Donc je rappelle que pour la gauche, être riche, c'est quand on gagne plus de 4 000 € par mois quand même. Et bien à ce moment-là, vous risquez la privation des droits civiques. Donc c'est très clair, hein. Je veux dire, c'est quelqu'un de gauche qui veut sanctionner les riches qui fuient l'impôt. Donc clairement, les expatriés, hein, je veux dire, c'est vraiment les expatriés sont absolument dans le collimateur de ces gens-là. Voilà de quoi nous allons discuter maintenant. Alors, on voit qu'il n'y a pas que la privation des droits civiques, je vais y revenir, hein, parce qu'il faut quand même savoir ce que c'est que la privation des droits civiques, mais il y a aussi tout simplement le gel des avoirs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu des conséquences de ce que ça veut dire le gel des avoirs. C'est quand même quelque chose qui est très important. Pourquoi c'est quelque chose qui est très important? Parce que moi, je vois beaucoup d'expatriés qui, contre tout raisonnement logique, en fait, achètent ou font des investissements en France. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on est expatrié, où on a la chance de pouvoir être expatrié et donc de pouvoir placer son argent de manière diversifiée, parce qu'en fait, c'est surtout ça le truc, c'est de pouvoir protéger son argent en étant diversifié. C'est pas une question politique, c'est une question d'investissement classique. Eh ben, nécessairement, vous répartissez votre patrimoine dans plusieurs pays. Mais il y a des expatriés qui font encore l'erreur d'acheter un bien immobilier en France, par exemple, entre guillemets, pour leur retraite. Eh ben, sachez que vous risquez tout simplement le gel des avoirs. Ça veut dire que je vois aussi un certain nombre de youtubeurs, hein, qui ont investi en France, qui ont des appartements et qui louent des appartements en France et qui tirent donc de l'argent de ça. Et ben à ce moment-là, sachez que vous risquez un gel des avoirs. Moi, je pense que je pense que non, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette fameuse taxe sur les riches, en fait, toucherait pas seulement les très riches, les ultra riches, mais aussi les gens qui sont dans le 1% ou ce genre de personnes-là. Et on voit bien que la situation des finances françaises est absolument catastrophique. Donc ça veut dire que au bout d'un certain temps, le palier, hein, ça fera comme la CSG ou comme ce genre de choses-là, eh bien, va pas arrêter de diminuer. Et donc à ce moment-là, on comprend bien que l'État commence à devenir un peu fou, c'est-à-dire se demande ce qu'il va pouvoir faire pour absolument retenir les gens, pour les empêcher de fuir. C'est le problème qu'ont eu l'Union soviétique, c'est le problème qu'a eu la Grèce aussi, hein. Je veux dire, la Grèce qui était pourtant dans l'Union européenne, eh bien, ils ont été obligés de se poser la question parce que les Grecs qui avaient de l'argent mettaient leur argent ailleurs, fuyaient et se retrouvaient dans cette situation. Donc, il y a vraiment là un problème très important. C'est-à-dire que là, on s'en prend directement aux avoirs, aux biens, à la propriété des gens qui est restée sur le territoire. Donc c'est clair qu'à partir du moment où vous avez investi dans des entreprises, avoir des actions de l'État, des obligations, les PEA, ce genre de choses-là, qui soi-disant sont libres, quand vous êtes à l'extérieur, l'immobilier, hein, c'est un truc terrible ça, l'immobilier, parce que l'immobilier, pour pouvoir partir, bonjour, et puis pour le vendre c'est possible, hein, mais ça prend, il faut au moins 3 à 5 mois pour pouvoir vendre un bien immobilier, et puis si vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez être obligé de faire des sacrifices, surtout en ce moment, c'est pas là vraiment, surtout ceux qui ont investi sur Paris,
c'est pas vraiment le meilleur moment. Donc, il y a vraiment un très très gros souci. Je vous rappelle que d'ailleurs j'avais fait des vidéos hein, sur cette chaîne il y a un an. C'était il y a un an. Hein, le NFP a voulu faire passer une loi sur la taxation des expatriés. Vous comprenez bien que tout ça, ça va exactement dans la même direction. Ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que ce qui se passe actuellement en France est très grave. Tout le monde est bien d'accord. Il y a vraiment un problème budgétaire. Il y a une dette publique qui est absolument abominable. Et donc, l'État, et malheureusement l'État, qui est un État socialiste, hein, il n'y a pas de gens qui sont des capitalistes en France. Ils sont tous socialistes. Ne voient qu'une seule chose possible, c'est de taxer plus et non pas de réduire les dépenses de l'État. Ça, c'est vraiment le problème fondamental. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'actuellement, vous avez une crise économique qui est en cours. Hein. Vous avez une explosion des faillites en France. Vous avez l'inflation qui est très basse en France. L'inflation est aux alentours de 1%. Ce n'est pas le cas dans le reste de la zone euro. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous avez vraiment une crise économique larvée en ce moment en France. Malheureusement, si vous pensez que la crise peut s'accentuer, donc par exemple dû à un choc venant des États-Unis, hein, on voit qu'en ce moment aux États-Unis ça se passe pas terrible et généralement les crises économiques elles proviennent des États-Unis. Donc s'il y a une crise économique dans les 6 mois qui viennent, vous pouvez être sûr, et de toute façon ça se voit aussi dans les résultats des élections, hein, vous allez avoir de plus en plus de possibilités pour que ça soit la gauche qui gagne les prochaines élections en France. Je veux dire, comprenez bien, la France, c'est un pays dont les gens sont socialistes à l'origine. À l'heure actuelle, ils sont très mécontents. Vous avez, quand vous regardez les nouvelles de France, hein, vous êtes expatrié, vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez à travers les journaux les plus connus, les médias les plus connus, vous avez des listes de faits divers, etc. Parce que, et vous avez, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps Europe 1 parce que j'ai fait un bref passage en France. Enfin, je veux dire, c'est clairement, il y a un narratif qui est poussé par les médias mainstream pour avoir un socialiste, disons, de droite quelque part, avec voilà, les gens actuellement au pouvoir, etc. Seulement ça va marcher que tant que l'économie se tient à peu près comme elle est en ce moment. Mais comme elle n'arrête pas de se dégrader, petit à petit, vous allez avoir un basculement de l'électorat vers la gauche. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez des gens qui votent à droite parce qu'ils ne sont pas contents, qui votent plutôt très à droite, au RN, parce qu'ils ne sont pas contents. Mais à partir du moment où vous allez avoir vraiment une vraie crise économique avec des vrais chômeurs, des files devant les restos du cœur et ce genre de choses-là, il y en a déjà beaucoup, hein, il y en a déjà beaucoup. Ben, à ce moment-là, vous allez avoir l'électorat qui va basculer complètement à gauche. Et à ce moment-là, toutes ces idées-là de privation des droits civiques, de gel des avoirs, de l'impôt universel, tout ce genre d'idées, en fait, eh bien, sera mis en application par un futur gouvernement. À l'heure actuelle, on a l'impression, et je pense que c'est une impression qui est trompeuse, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. On a l'impression que la droite, elle est majoritaire dans le pays, mais il faut faire très attention. N'oubliez pas d'où viennent les partis politiques. Je veux dire, le LR, avant qu'il perde son électorat, c'était quand même un parti quand même très populaire, donc avec des gens de la classe moyenne ou des gens, des Français de la classe moyenne qui maintenant ont immigré vers le RN et qui se retrouvent au RN. Mais si jamais vous avez vraiment des gros problèmes économiques avec du chômage et des choses comme ça basculera de l'autre côté. C'est un électorat qui va basculer de l'autre côté. Moi, j'en suis vraiment complètement persuadé. Hein, je pense que y a une insatisfaction complète
je vois pas le RN, comment dire, je vois pas du tout en fait le RN gagner des parts, hein. Enfin, disons cette partie-là de l'électorat, élection après élection, je trouve que en regardant les chiffres, je trouve que ça stagne plutôt. Par contre, je trouve que la gauche mobilise plutôt de plus en plus en fait son électorat. Alors ça se voit pas effectivement au résultat, hein, dans les urnes, mais l'élection présidentielle, bah, elle aura lieu en 2027, hein, ça veut dire dans un an et demi. Et d'ici un an et demi, justement, cette partie-là peut changer. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire très très attention dès maintenant à ce genre de propos. Parce que quand ça va arriver en 2027, si jamais la gauche arrive au pouvoir, donc ça peut être avant, si jamais ils ont vraiment une majorité au Parlement, hein, ce qui à mon avis peut se produire s'il y a une élection législative dans la deuxième moitié de 2026. Bon, quoique, bon, je sais pas s'il y aura une élection en 2026 parce que c'est quand même assez, ça devient de plus en plus proche de l'élection présidentielle, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué. Mais ça, ce sont le genre de sujet. Et quand vous allez avoir, vous aviez une liste de mesures du NFP l'année dernière, en 2024, qui était light, à mon avis, hein, par rapport à ce qui va être proposé, mais en situation de crise économique où les gens vont être très mécontents et vont avoir besoin d'argent, à ce moment-là, vous allez avoir ce genre d'idées qui vont se lister dans les programmes et vous allez voir que ça va être beaucoup plus radical. Ça va être beaucoup plus radical en termes de chasse aux riches, aux expatriés. À, la- de toute façon, le système politique fonctionne pas autrement qu'en ayant des boucs émissaires. Donc, je veux dire, euh, ça devient évident pour beaucoup de Français, mais qui reste encore vraiment une minorité quand même, que l'État a vraiment trop dépensé. Je veux dire, les macronistes sont vraiment des gens, ce sont des socialistes comme les autres, hein. Je veux dire, ils ont dilapidé l'argent de l'État et maintenant, eh ben, ça se traduit dans les impôts. Ils ont juste créé des impôts différés. Et moi, je suis un peu sidéré quand je vois les débats économiques ou des gens qui discutent de la dette, hein, de la dette publique. Souvent, on entend dire les gens, oui, on va laisser une dette pas possible à nos enfants, à nos petits-enfants, voilà ce que fait la France, etc. Mais non, c'est complètement faux. La dette, c'est pas les enfants et les petits-enfants. La dette, elle va commencer à poser un très grave problème. Enfin, elle commence déjà d'ailleurs à poser un très grave problème. C'est pour ça que la France est dans cette situation. Et c'est dans les années à venir que ça va vraiment poser un gros problème, hein. Vous avez, euh, si vous avez, et qui risque d'être envenimé par une crise économique qui viendrait des États-Unis. En ce moment, on commence à avoir un peu quand même des bruits, hein, comme quoi. Alors, vous pouvez me contredire, hein, si vous êtes expatrié aux États-Unis. Moi, je serais très curieux d'avoir votre témoignage. Et puis, si vous connaissez économiquement, on va dire, les États-Unis, je serais vraiment très, très, très volontaire pour avoir votre témoignage sur le sujet, hein. Mais j'ai l'impression que les choses se passent pas bien. En Chine, ça n'a pas l'air de bien se passer. Le truc, c'est que comme ça se passe pas bien en Chine, bah, ça veut dire que peut-être dans le monde, ça va pas bien non plus. On voit les prix du pétrole qui stagnent quand même à des niveaux bas. Enfin, pas à des niveaux très bas, mais en tout cas qui stagnent. Ça, c'est pas le signe d'une bonne santé économique mondiale. Donc, et la France est dans un instant particulier où elle se retrouve le dos au mur avec une dette publique monstrueuse et le risque vraiment et on a une économie qui se dégrade, hein. Je veux dire, regardez les chiffres de la Banque de France, de l'INSEE sur les faillites d'entreprises.
voilà, tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc, la France risque de se prendre une crise supplémentaire venue des États-Unis, et malheureusement, elle n'a pas de degré de liberté pour pouvoir amortir la crise économique en finançant les entreprises, en finançant de l'emploi, comme ça a pu se faire auparavant. Donc ça, c'est vraiment un très très gros problème. Donc si vous voulez, moi je pense que l'arrivée de la gauche au pouvoir, mais des socialistes de gauche, on va dire, eh ben, est quand même très très probable en cas d'une crise comme ça. Enfin, je veux dire, pour moi, à partir du moment où il y aurait une crise dans les 6 mois qui viennent aux États-Unis, très clairement, ça veut dire que vous aurez ce genre de programme qui va être d'application assez rapidement en France. Voilà, je veux dire. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y aura pas d'autre chose. Donc vous pouvez reprendre le programme du NFP tel qu'il a été créé en 2024. Vous avez donc l'impôt universel, vous aurez la privation des droits civiques, vous aurez, à mon avis, le plus grave, c'est le gel des avoirs. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous avez des biens dans le pays, eh bien, ils vont être spoliés. Vous aurez un contrôle d'échange, si vous voulez, parce que pour faire un gel des avoirs, vous n'avez pas le choix. Il faut qu'il y ait un contrôle d'échange qui soit mis en place. Donc ça veut dire terminer la possibilité de faire circuler l'argent et ce genre de choses-là. Je pense que cette personne-là est pas... je ne sais pas s'il est député, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas beaucoup l'actualité politique française à vrai dire, mais je pense quelque part, ce qui est important, c'est de voir que cette personne-là a quand même de l'écho. Je veux dire, j'ai regardé hein, sur Google, on en parle beaucoup, donc il faut absolument pas négliger ça. Et encore une fois, pour moi, je pense que quand on est expatrié, avoir des avoirs, des investissements en France, c'est juste une folie, quoi. Je veux dire, à partir du moment où la situation de la France est comme celle de la Grèce, euh, en- quand il y a eu la crise grecque, là, c'est vraiment prendre un risque hallucinant, quoi. Je pense que on peut regarder hein, sur Yahoo la privation des droits civiques. Alors, si les plus riches quittaient la France après une nouvelle taxe sur les plus grandes fortunes, si la piste d'un gel des avoirs a été déjà avancée par certains, dont l'économiste Thomas Piketty. Accessoirement, j'ai vu cette personne parler à la télé, je crois. Visiblement, il ne comprend pas ce que c'est qu'une entreprise, il ne comprend pas ce que c'est qu'une start-up. C'est assez grave. Je ne comprends pas comment cette personne peut discuter dans les médias, comment elle peut être interviewée. Visiblement, il ne voit pas comment ça marche une start-up. Donc c'est très grave. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que faut aussi se mettre à la place des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, des gens qui sont en France. Évidemment, ils sont très mécontents. On leur a vendu en fait les Mozart de la finance comme étant les amis des riches, etc., alors que ce sont des socialistes comme les autres. Et le bilan est dramatique pour l'économie française, à la fois pour les riches et pour les pauvres des Mozart de la finance. Donc ils sont très mécontents. Hein. Et évidemment, ils ne vont pas voter vers une droite socialiste, ils vont voter pour ce genre de programme. Enfin, je veux dire, ça me paraît complètement logique. Donc, et d'ailleurs, on voit bien, hein, je veux dire, du côté de Matignon, donc les gens au pouvoir, hein. Encore une fois, je veux dire, les Mozart de la finance, c'est juste une autre variation du socialisme, ni plus ni moins. Décider à avancer vers la mise en place d'une contribution des plus riches
à l'effort budgétaire. La question n'est pas de savoir, bon, bah, je ne veux pas discuter d'une personne en particulier, hein, parce que je ne suis pas persuadé en fait que ce soit vraiment ceux-là qui payent. Ceux qui vont payer, c'est plutôt les Français de la classe moyenne, parce que c'est trop facile. La question n'est pas de savoir s'il va payer, la question est de savoir comment, souligne un proche de celui qui doit encore former le gouvernement. Je veux dire, quand on lit un truc comme ça, on peut pas... faut arrêter de dire que ces gens-là sont des gens de droite. C'est un vrai mensonge. C'est un mensonge. Ces gens-là, ils n'ont jamais été de droite. Ce sont de vrais socialistes. D'ailleurs, ils viennent tous du Parti socialiste. Donc, il faut arrêter de les appeler des gens de droite. Ce ne sont pas des gens de droite. C'est ça qui est absolument fou. Et donc, vous avez à l'Assemblée nationale tout un tas de gens qui les soutiennent, alors qu'ils ne sont pas de droite. Et ils le disent. Enfin, je ne sais pas, à un moment donné, faut quand même voir les choses en face, quoi. Il y a une parole qui me semble révoltante. Ça tombe bien, ça parle de la Révolution française. Il y a vraiment une parole qui me semble très révoltante dans ce truc-là. C'est ça. N'a pas hésité à aller plus loin, des mesures contraignantes doivent être appliquées à ceux qui choisissent de ne pas appartenir à la patrie. Donc déjà, ça commence avec du lourd. Mais ce que je trouve révoltant, c'est ça. Et qui font le choix de faire sécession avec la communauté, comme l'ont fait à la Révolution les aristocrates. Seulement, les aristocrates, ce sont ceux qui détiennent le pouvoir. Hein, c'est ceux qui détiennent le pouvoir. C'est en plus ceux qui ont bloqué l'ascenseur social. C'est pas seulement les riches, c'est aussi les gens qui ont fait les grandes études. C'est aussi les gens qui ont fait des bacs plus 5 et qui ont aussi des enfants et qui ont une famille, et des gens en fait qui sont des gens qui viennent de familles de riches, qui viennent de familles aisées. Hein. Les gens qui sont très éduqués, des gens qui ont des doctorats, ces gens-là, ce sont eux les aristocrates. Parce que finalement, même s'ils n'ont pas des droits comment dire, d'hériter de la position de leurs parents, la vérité, c'est que de toute façon, ils restent dans les mêmes milieux. C'est-à-dire qu'en 2025, l'ascenseur social a été complètement cassé. Maintenant, les Français moyens d'il y a plusieurs générations, en fait, sont de plus en plus en train de s'appauvrir. Hein, alors qu'il y a des Français qui sont, entre guillemets, de vrais aristocrates, qui eux ont les bons postes. Alors, ça change. Hein, un jour, on les voit d'ailleurs, hein, ça se voit dans les médias. Vous avez... fils, petits-fils de journalistes, vous avez des gens qui sont comme ça dans les petits-fils de directeurs d'université, de docteurs, de psychiatres. Voilà, en fait, que des gens qui sont en fait dans ces milieux très aisés, très riches, très intellectuels. C'est pas seulement des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est toute cette caste-là. Toute cette caste-là qui est maintenant fermée aux Français moyens. Ça, c'est un vrai scandale. Alors évidemment, de temps en temps, il y en a quelques-uns qui sont cooptés pour faire style, mais les vrais aristocrates, ce sont eux. Ce sont eux. C'est eux qui tiennent les cordons de la bourse, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Hein ? Donc c'est ça qui est absolument scandaleux. On n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Les aristocrates, c'est eux qui doivent rendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir qui est dans l'État. Enfin, je veux dire, et c'est pas le pouvoir. Les vrais Français, les Français moyens l'ont complètement perdu. Hein. Ça, c'est vraiment pas normal de dire des trucs pareils. Et voilà que revient, c'est l'impôt universel. Je veux dire, un jour, c'est ce qui va vraiment se passer. Je veux dire, l'exemple américain, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, avec tous les excès que ça amène, le fait que les Américains sont obligés d'abandonner leur nationalité. Bon, remarquez,
quelque part, la perte des droits civiques, c'est déjà une marche vers la perte de la nationalité. Mais je veux dire, pourquoi pas à partir du moment où la France devient comme ça, ils peuvent carrément remplacer même la privation des droits civiques par tout simplement le fait de rejeter de la nationalité française. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du truc? Et à ce moment-là, les riches, ils deviendront riches dans un autre pays et avec une autre nationalité. Mais pourquoi pas? Le monde a changé. C'est ça que ces gens-là, en plus, ces gens-là ne comprennent pas ça. Le monde a changé. On n'est plus il y a 30 ans ou il y a 40 ans quand la France dominait. La France ne domine plus. Il y a 30 ans ou il y a 40 ans, la France, le PIB par habitant, on était au 10e rang mondial. Aujourd'hui, en 2025, on est aux alentours du 25e rang mondial. On est en plein déclassement. Il y a une dette hors bilan qui a 10 milliards, 10 000 milliards d'euros de dette publique, de hors bilan. La France, c'est un pays qui est en voie d'être rincé. La seule échappatoire qu'il va y avoir pour le gouvernement, s'ils veulent pouvoir rétablir les choses assez rapidement, c'est de faire une ponction sur le patrimoine. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, en fait. C'est de ça dont on discute. Je veux dire, c'est de faire une ponction sur l'épargne des Français. Ils n'ont pas d'autre choix. Et c'est ce qui va arriver au pouvoir. Et j'avais fait une série de vidéos sur ce sujet, et ils veulent nécessairement, ils veulent arriver à mettre en place un impôt sur la nationalité. C'est ce qui va se passer. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça arrive. Si vous ne payez pas, vous mettez dans la même situation que toute autre personne qui dit hein, vos avoirs peuvent être gelés, vous allez être arrêté à l'aéroport. Hein. Donc, je sais pas, voilà un peu l'objectif, voilà le programme. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est dangereux d'avoir une queue de cerise en France, quoi. Je veux dire, il vaut mieux avoir son argent ailleurs et peut-être même une double nationalité. Enfin, je veux dire, ça devient un truc absolument fou. Ce qui est grave, c'est que la Grèce, avait pas beaucoup de moyens. La France, voilà. Et c'est d'ailleurs voulu rassurant quant à un exil fiscal, citant une étude qui affirme que seulement 0,3% des Français les plus riches partiraient en cas de patrimoine. C'est très marginal, mais c'est absolument c'est absolument incompréhensible. Enfin, je veux dire, c'est fou de raconter un truc pareil. Si vous voulez, quand on dit des choses pareilles, c'est qu'on s'adresse à des gens pauvres qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui sont très mécontents. Et bon, ça, on peut vraiment les comprendre parce que la situation est vraiment très catastrophique. Mais ils font partie du problème, ces gens-là. Enfin, les gens qui disent ce genre de phrases font partie du problème. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprend juste pas ce que c'est que être un chef d'entreprise, par exemple. J'imagine qu'il ne sait pas ce que c'est. Quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup... D'abord, les Français qui sont expatriés, selon les chiffres, il y en a à peu près 20% qui ont un business à l'étranger, qui créent un business. Donc, ils sont soit indépendants, soit qui créent des entreprises et qui créent de la richesse et du travail à l'étranger. Il faut bien comprendre que ces gens-là, s'ils étaient restés en France, c'est en France qu'ils auraient créé l'étranger. Quand on crée une entreprise à l'étranger, on crée du travail, on crée de l'emploi. Donc, quand on ne peut pas la créer en France, parce qu'on ne fait pas partie des gens qui sont bien nés, des gens qui ont le bon argent, des gens qui ont les bons diplômes. Je vois actuellement je suis désolé, c'est un peu brouillon, mais c'est un sujet qui m'énerve beaucoup. Je vois actuellement, sur ce débat-là, on cite l'exemple d'une start-up très connue. Mais attendez, le gars, il vient de sortir des plus grandes écoles françaises. Évidemment, personne ne lui ferme les portes.
Par contre, les Français qui sont nés comme étant des Français moyens, pour monter une entreprise en France, pour monter une start-up, c'est impossible. Vous êtes obligé de vous expatrier à l'étranger. Si jamais vous montez une entreprise en France, vous allez vous faire couler votre entreprise et les autres, ceux qui sortent des bonnes écoles et des bonnes familles, ils vont vous récupérer toute votre entreprise, tout ce que vous avez créé. Alors soit ils vous le prennent parce qu'ils sont dans des grands groupes et ce genre de choses-là, soit ils vous le prennent par l'intermédiaire de l'État parce que ces gens-là, ils font partie de ce genre de trucs. Mais si vous créez quoi que ce soit en France, vous allez vous faire planter. C'est comme ça. Hein. Donc il faut arrêter avec ce genre de trucs-là. Si à chaque personne qui part à l'étranger, chaque manager, chaque patron qui part à l'étranger, c'est des dizaines, c'est au minimum, parce que j'en connais, c'est au minimum des dizaines d'emplois qui sont perdus en France. Pourquoi la France, elle est une des raisons qui fait que la France coule, c'est que les gens qui sont des créateurs d'entreprises, qui ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter, qui sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ils sont obligés de se barrer depuis des dizaines d'années pour créer quelque chose à l'étranger. Ils peuvent pas créer en France, c'est pas possible. Soit on vient leur prendre, soit ils peuvent pas monter les trucs parce qu'ils sont pas nés des bonnes familles, ils ont pas fait les bonnes études et donc ils ont pas les bonnes relations. C'est scandaleux, c'est dégueulasse, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est ça la réalité du pays. Et donc le pays, il coule. Et c'est ce que comprennent pas tous ces gens-là. Et je trouve que ça me rend absolument fou de voir un truc pareil. Mais c'est la réalité. Vous demandez à des expatriés qui ont créé des entreprises à l'étranger et vous allez comprendre. C'est ça le truc. Ensuite, je dois avouer que je suis pas spécialement pro-MEDEF, hein, parce que c'est vraiment pas du tout, vraiment pas du tout mon type d'entreprise. Mais ce qui est écœurant, c'est de voir que c'est un député. Bah voilà, il se trouve que c'est un député a affirmé que c'était dans les TPE, les PME, les ETI que se créaient les richesses. Mais attendez, c'est ces gens-là qui créent des lois, des fatras de lois, des fatras de paperasse administratives qui étouffent les entreprises. Hein. On leur met dans la gorge en fait des fatras de papier, des kilos de papier, de fatras de trucs administratifs à remplir. Si les gens qui veulent créer ce type d'entreprise, faut regarder les choses en face. Si ces gens-là sont pas sortis des bonnes écoles, donc avec les bonnes relations dans l'État et ce genre de trucs-là, c'est impossible de créer ça en France. Vous êtes obligé de partir à l'étranger. Parce qu'en France, c'est pas possible. Donc, ils racontent n'importe quoi, juste n'importe quoi. Les petites entreprises, elles peuvent pas survivre en France si elles n'ont pas quelqu'un qui est né avec une cuillère dans l'argent dans la bouche, quelqu'un qui n'a pas les bonnes relations pour pouvoir faciliter les choses, on va dire ça comme ça pour être gentil. S'il n'y a pas... c'est impossible, c'est juste impossible. Encore une fois, le fait qu'il y ait telle ou telle personne qui ait réussi à monter une boîte parce qu'il est sorti des grandes écoles françaises, ça veut rien dire. Le gars, il a juste suffisamment de relations pour être aidé. Tous les autres sont plantés. Je veux dire, dans le domaine de la tech, moi, je vois qu'il y a des entreprises, je ne voudrais pas citer, il y a un grand nom peut-être que la plupart des gens connaissent, mais ça a été, c'est pas non plus des gens que j'apprécie nécessairement beaucoup, mais ils ont quand même souffert la croix et la bannière pour devenir une grande entreprise. Et il se trouve que les patrons, eux, pour le coup, ils sont pas sortis de grandes écoles ou ce genre de choses-là. Et ça a été très difficile pour eux. Donc c'est pas vrai. Cette personne-là n'est pas du tout l'ami des petites entreprises. Pas du tout, mais absolument pas. Au contraire. Hein. Ces gens-là, ils créent tous les... Une fois, j'avais rencontré une avocate. Hein. J'avais rencontré une avocate dans un déjeuner d'affaires.
Et c'était quelqu'un qui était, alors je sais pas si c'était quelqu'un qui devait aller ou qui était passé par un organisme qui crée des règlements et qui me disait très sérieusement, oui, moi je crée des règlements compliqués, comme ça, quand je suis avocat, je peux gagner beaucoup d'argent pour pouvoir, en aidant les entreprises, etc. Mais c'est ça en fait la réalité, hein, c'est que vous avez tout un tas de choses. L'économie française, son problème, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date de dizaines d'années, c'est qu'elle est complètement figée, engorgée à travers tous ces trucs, et que elle va couler avec ça. Et malheureusement, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, je comprends, hein, mais se font complètement rouler dans la farine parce qu'ils n'ont même pas le droit d'écouter une autre voix, en fait. C'est ça qui se passe, hein. C'est-à-dire que dans l'arc politique français, tous les gens qui sont au Parlement, tous, eh bien, ils sont tous socialistes. Après, pour avoir une voix qui va parler de politique économique, on va dire entre guillemets de droite, quelque chose de libéral, hein, lançons le mot, hein, politique libérale, ça existe juste pas en France. Alors il y a quelques personnes, mais ça se compte sur les... C'est peut-être une dizaine de personnes, mais ça fera jamais un parti politique. Je veux dire, voilà. Donc, c'est comme ça. La droite choisit ses boucs émissaires, la gauche choisit la droite socialiste française choisit ses boucs émissaires, la gauche socialiste française en choisit d'autres. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais que de mensonges, que de mensonges. Et puis aussi, je trouve que même au-delà en fait de ça, il y a quelque chose d'assez malsain en France, mais c'est pas seulement un problème spécifique à la gauche, en fait, c'est un problème aussi de droite quelque part. Il y a vraiment un problème malsain, très malsain en France qui devra quand même être soigné un jour. C'est le fait de monter les gens les uns contre les autres. Ça, c'est c'est vraiment le pire. C'est de plus en plus clair qu'on veut monter les gens les uns contre les autres sur des sujets politiques, alors que ceux qui vont gagner dans l'histoire, c'est pas les Français, hein, c'est clairement les étrangers, hein. Je rappellerai quand même que la Grèce s'est sortie du problème, mais la Grèce a été dépecée. La Grèce, le port du Pirée appartient aux Chinois pratiquement. Je pense que les Chinois doivent être assez aussi impliqués en Grèce. Donc maintenant, ils peuvent apprendre le chinois, hein. Je veux dire, donc si vous avez des dons pour les langues, en France, tant mieux pour vous, hein. Sinon, ça va un peu dommage. La Grèce a été aussi rachetée en grande partie par les Allemands, hein. Voilà, donc là encore, hein, s'ils aiment parler allemand, tant mieux pour eux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en menant en fait ce genre de politique et voilà, le résultat, c'est que la France risque d'être rachetée de manière générale par les étrangers et ça risque d'être assez catastrophique. Bon, je suis désolé que c'est une vidéo assez décousue, hein, quelque part, mais bon, ça a vraiment... bon, le fait de revenir tout le temps les mêmes trucs, ça empêche d'avoir l'idée, même pour des gens de droite, hein, même pour des gens qui peuvent être libéraux, etc. On cherche à actionner chez les gens le réflexe de peur, vraiment le réflexe de peur, le réflexe pavlovien, ce genre de choses-là. On cherche en France à hystériser le débat de manière à ne laisser dialoguer que deux choses complètement
complètement antagonistes pour pouvoir retirer les marrons du feu, c'est toujours les mêmes, hein. Ils sortent tous des mêmes écoles. C'est ça qui est fou, en fait. Ils désignent du doigt à une partie de la population, une autre partie de la population, hein, mais ils sortent tous des mêmes écoles. Ils ont tous fait les mêmes écoles. Ils sont tous assis sur les mêmes bancs de l'Assemblée nationale. Ils sortent aussi des mêmes familles et des mêmes milieux. C'est la même caste, en fait. Mais voilà, je trouve ça assez écœurant, à vrai dire. Bon, donc, mais bon, comme cette chaîne-là, elle s'adresse plutôt aux expatriés, je pense, en fait, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi, hein, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Euh, c'est dommage, c'est dommage. Je pense que vraiment la France est un pays qui avait beaucoup de qualités, mais c'est un pays vraiment qui, qui prend vraiment une très très mauvaise voie. Une très très mauvaise voie. Je vois pas vraiment quelle solution il peut y avoir, parce que la seule solution possible pour la France, c'est vraiment pas la même chose dans les autres pays. Vraiment, c'est assez particulier. C'est la remise en cause du système complète. Enfin, je veux dire, du système. Voilà. C'est même pas une remise en cause politique, c'est vraiment la remise en cause des mentalités, de la manière dont ça fonctionne, pour en faire un pays moderne. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, en 2025, quand on voit tous ces débats, on est encore dans une France du 19e siècle. Hein. On est vraiment dans la France du 19e siècle. Ces gens-là, que ce soit les gens qui se disent de droite et les gens qui se disent de gauche, en fait, ils n'ont pas vécu le 20e siècle, ils ne savent pas ce que c'est que la révolution technologique, ils ont... ils conduisent les gens qui les écoutent à... C'est un peu comme les Lemmings, où je sais pas, il y avait une... Comment ça s'appelle? Un petit récit où il y avait un joueur de flûte, où il y avait tous les rats qui le suivaient, et puis à un moment, ils se sont tous noyés. Je veux dire, on est un peu quand même dans ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est... on a un système qui existe malheureusement, dépend de notre histoire. On peut pas y faire grand-chose. Et malheureusement, ça conduit le pays à sa perte, quoi. Je veux dire, il y a pas... Si maintenant on a 10 000 milliards de dettes hors bilan, hein, je rappelle, hein, c'est la retraite des fonctionnaires, la retraite de ces gens-là. C'est la retraite de ces gens-là. Je veux dire, ceux qui disent là actuellement qu'il faut augmenter les impôts pour chasser les riches, pour chasser les expatriés, etc., c'est eux qui prennent l'argent. Je veux dire, les 10 000 milliards d'euros de dettes de hors bilan, c'est la retraite de la fonction publique. C'est l'argent que eux ils prennent. Donc à un moment donné, soit il faut qu'ils justifient et qu'ils expliquent, soit bah, ils passent en force, mais ça a des noms, hein, donc voilà. Donc voilà, j'avais fait pas mal de vidéos l'année dernière, hein, sur le NFP et sur l'impôt universel. C'est pas une idée qui est abandonnée, très loin de là. Je pense que vu la situation économique de la France, on va vers de toute façon une crise économique de plus en plus grave, et donc de plus en plus de probabilités que ça soit l'aile gauche de la politique française, socialiste, hein, globalement, qui l'emporte, et donc bah, en arriver là. Alors, une chose, c'est que qu'est-ce qui peut se passer après? Parce que, bon, c'est une chose de dire que ça va en arriver là.
Euh, Déjà, ce qu'on peut imaginer, c'est que vous voulez, il y aura des conséquences en France. Il y aura des conséquences. Les conséquences, elles vont être économiques. Ça veut dire, c'est un modèle, ce modèle-là qui est proposé. L'idée, c'est de faire, si vous voulez, c'est un peu comme une exponentielle. C'est un peu comme quand vous avez une bulle en bourse. C'est un peu pareil. Hein. D'ailleurs, vous le voyez avec la dette française, quand vous regardez la courbe, ça fait un peu une bulle comme ça. Ben, je pense qu'on est vraiment dans le paroxysme en fait de ça. C'est des gens, ils vivent dans le paroxysme de ce type d'économie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, évidemment, ça va pas marcher. Parce que les gens qui vont pouvoir vont partir. Alors, ils disent que ça fait 0,03%. Oui, mais le problème, c'est que quand vous avez 0,3% des gens qui partent et qui sont précisément les gens qui sont les managers, ceux qui inspirent, ceux qui gagnent de l'argent, etc., ça s'est jamais bien passé dans les autres pays. À tel point, l'URSS a été obligé pas seulement de bloquer les comptes, pas seulement de faire un contrôle d'échange, mais carrément d'empêcher, c'était ça le mur de fer, hein, d'empêcher les gens de quitter le pays. Hein. L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, c'est leur histoire. Hein. Pourquoi il y a eu une réunification de l'Allemagne dans les années 80, début des années 90? Précisément parce qu'il y avait une barrière qui avait été mise entre l'Est et l'Ouest pour empêcher les gens de l'Est de fuir vers l'Ouest. C'est ça le problème. Hein. Et c'était pareil pour tout le bloc soviétique. Mais je veux dire, c'est normal. Parce que on est dans le même genre d'idéologie. Donc il va se passer pareil. Pourquoi voudriez-vous que ça soit différent? À un moment donné, ils vont être obligés de mettre une taxe sur le contrôle d'échange, empêcher les gens de sortir leur argent, mais ça ne sera pas suffisant. Ils vont avoir besoin de bloquer les frontières pour empêcher les gens de partir. Vous pensez que je plaisante, mais regardez ce qui s'est fait en Allemagne récemment. Ils ont demandé l'autorisation à Schengen de pouvoir bloquer, de pouvoir contrôler les frontières, et ça c'est fait. Enfin voilà, ils contrôlent. Bon, temporairement, c'est vrai, mais je veux dire, c'est pas quelque chose d'hallucinant. Si la France arrive à un moment donné dans l'Europe en disant, bah, écoutez, les méchants riches, on va les empêcher de partir, on bloque nos frontières temporairement, bien entendu, pour 10 à 20 ans, hein, je vois pas comment l'Europe va pouvoir s'y opposer autrement voire en mettant la France dehors. Mais c'est pas comme ça que l'histoire se termine. L'histoire se termine, c'est que comme dans tous ces pays-là, vous avez moins de productivité, vous avez moins de richesses créées, l'État se dégrade de plus en plus, et quelque part, vous avez, voilà, à un moment donné, en fait, vous avez l'État qui ne peut plus emprunter sur les marchés financiers, parce que là, ça devient quelque chose d'absolument insoutenable. Hein. Les notes, elles baissent, hein, ça, vous voyez bien que c'est possible, puisque c'est passé de AA- à A+, ça fera A-, BB+, etc. Et ça va continuer comme ça. À un moment donné, ces gens-là, éventuellement au pouvoir, vont se retrouver avec des financiers qui vont leur dire, bah, écoutez, vous êtes bien gentils, hein, mais nous, on n'est plus sûr que vous allez nous rembourser. Donc maintenant, l'argent, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il se passe deux choses. S'il reste de l'épargne et de la finance, à ce moment-là, l'État sera obligé de faire main basse dessus. Ils n'auront pas trop le choix parce que c'est la seule chose qui va rester pour pouvoir payer les fonctionnaires. Leur parti, mine de rien, c'est quand même ceux qui votent pour eux, donc quelque part, voilà. Mais le jour où il n'y a plus d'épargne, c'est terminé parce que ils vont pouvoir saisir éventuellement l'immobilier pour le donner aux pauvres. Ça, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, pend vraiment au bout du nez. Hein, je veux dire, voilà. Parce qu'ils vont avoir besoin de ça pour pouvoir se soutenir et on va partir comme, enfin, ils vont partir comme ça dans un régime, comme ça. Alors ça va le faire lentement dans la dizaine d'années qui vient peut-être, mais ça sera le résultat d'une crise économique et voilà. Donc, mais à la fin du fin,
comme dans tous ces pays-là, eh bien, le système se casse la figure, hein, parce que le système n'arrive plus à avoir suffisamment de richesse pour pouvoir entretenir tous ses amis, tous les gens qui votent pour lui, et donc tout le monde devient mécontent. À ce moment-là, euh, un cycle nouveau se met en place et tout va mieux. Mais voilà, c'est à partir de 2025, c'est 15 ans en moyenne peut-être, ou 20 ans, ou voilà, ou peut-être moins, parce que quand même la France a quand même un hors-bilan assez monstrueux quand même. Donc peut-être c'est 10 ans, hein, mais voilà, la période qui peut s'écouler, c'est un lapsus, avant que les choses redeviennent à peu près normales. Euh, je vois pas ce qui peut éviter ça pour l'instant en France, hein. Personnellement, euh, quand quand on voit du côté de Matignon, la question n'est pas de savoir comment on va payer, mais la question n'est pas de savoir si il va payer, mais de savoir comment. Euh, je, comment dire, pour ce qui est de cette personne-là, cette personne-là, pour moi, j'ai vraiment et des riches, si vous voulez, j'ai pas vraiment je les défends pas, je tiens pas du tout à les défendre. Quelque part, si on en est là, c'est aussi de leur faute. Enfin, je veux dire, euh, ils ont soutenu les Mozart de la finance. Quand en 2017, il a fallu vendre le Mozart de la finance, il y avait des quantités de journaux énormes qui étaient financés par tous ces gens-là, ou des journaux qui appartiennent, ou des médias qui appartiennent à tous ces gens-là. Donc maintenant, je ne vais pas les plaindre. Moi, ce qui me désole, c'est plutôt pour les Français moyens, ou même pour les Français qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vont devoir subir cette période, parce que ça va être une période dure. Il faut bien comprendre que dans une période comme ça, euh, les pauvres souffrent encore plus que les riches. Vous allez vous apercevoir que dans une économie avec des gens aussi intelligents, il y a toujours des riches, hein. Il y a toujours des puissants, hein. Je veux dire, il y en avait en URSS, il y en avait en Chine communiste. Simplement, ça ne sera pas les mêmes. Par contre, les pauvres, eux, ça va être toujours les mêmes. Ça, il n'y a pas de souci. Et alors pour la classe moyenne, là, je vous raconte pas le désastre, hein, mais bon, voilà. Ensuite, donc c'est vraiment assez intéressant comme déclaration, hein, comme interview. Je pense que vraiment, ça doit vraiment mettre la puce à l'oreille. Moi, encore une fois, je comprends pas comment, quand on est expatrié, on peut avoir un investissement en France. Moi, je trouve ça juste hallucinant, quoi. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Je veux dire, seulement bon, un, je sais pas, un bien immobilier, c'est pas comme une action, quoi. C'est pas j'achète, je vends, quoi. Il faut, faut vraiment du temps. Il y a un moment, euh, voilà. Je vous rappelle quand même qu'il y a des problèmes de logement en France, donc quand on est parti dans ce genre de joyeuseté, je veux dire, pourquoi pas réquisitionner l'immobilier pour loger les gens. C'est ce qui s'est passé en Chine communiste, hein. La Chine n'est plus un pays communiste, mais elle l'a vraiment été à une période. La Chine a vraiment été communiste avant Deng Xiaoping. Elle a vraiment été communiste. Et à l'époque, eh bien, l'immobilier a été nationalisé de A à Z, hein, et les gens venaient habiter chez vous, etc. C'était comme ça que ça se passait, hein. Et c'est ce qui va se passer en France aussi, parce qu'il y a un manque de logement, etc. Donc voilà. Et vous imaginez un peu tous les excès possibles à ce moment-là. Enfin, si vous ne l'imaginez pas, je ne vais pas vous faire un dessin sur YouTube, hein, parce que la vidéo, elle va être... mais voilà. Donc, voilà, bah écoutez, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Dites-moi que je me trompe, que je suis paranoïaque, débile, que je dis raconte n'importe quoi, que je m'énerve pour rien, etc. Je suis prêt à vraiment écouter tous les commentaires, toutes les critiques, il n'y a pas de problème, voire éventuellement à me corriger.
Mais je vais publier cette vidéo comme ça. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.